Au quatrième témoignage de ce Deep Tech Tour Centre-Val de Loire, donc je vais inviter Éric Larchevêque à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Cofondateur de Ledger. Est-ce que je l'ai bien dit? Ledger? Ledger, oui, c'est très bien. Super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir à Orléans. J'ai la convention Tours. Du coup, à Tours, mais aussi à Orléans, qui sont avec nous. Hein, ils sont là. Si vous voulez leur parler, ils sont à la caméra juste devant. Donc, on est sur une thématique pour ce témoignage qui est quel est l'impact de Ledger sur la société. Donc, on va essayer d'explorer ça ensemble, notamment par votre parcours un peu au début. Et ensuite, on va rentrer quand même dans le vif du sujet sur ce qu'est Ledger et sur ce que ça a apporté, notamment sur le tissu local. Je voulais juste commencer juste par ressoulever un point que vous m'aviez partagé, c'est que vous êtes un ancien ingénieur et vous avez aujourd'hui beaucoup de startups à votre actif. Et ça serait l'Internet qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure. Est-ce que vous voudriez un peu nous parler de votre parcours et de comment tout ça a commencé avant d'arriver à Ledger? Alors effectivement, moi j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai eu en 1996, donc ça commence à remonter. À la base, je suis ingénieur en microélectronique, architecture des ordinateurs. Mais c'est aussi à l'époque où Internet a commencé à arriver. Et j'ai vu ça quand j'étais étudiant et je me suis dit que c'était vraiment une opportunité énorme, que ça allait tout changer en matière de communication. Et donc, c'était plus fort que moi. J'avais envie de m'y mettre. Et comme j'avais cette envie d'être un peu entrepreneur, de faire ma propre entreprise, c'était le sujet idéal. Parce que bon, la microélectronique, ça demande quand même des capitaux assez importants, alors que faire des sites internet, de l'hébergement, c'était quand même beaucoup plus facile. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en 96. Et puis après, effectivement, j'ai fait pas mal de choses, puisque Ledger, c'était ma 7e entreprise. Donc j'ai eu un parcours un peu chaotique, parce que j'ai fait du web, après... j'ai fait du paiement, je suis allé en Roumanie où j'ai fait une plateforme de développement, un peu d'immobilier, je suis allé en Lettonie, j'ai développé un hôtel, ensuite j'ai fait du poker, ensuite je suis rentré en France, j'ai fait un comparateur de prix, j'ai ouvert la maison du Bitcoin et ensuite ça a donné lieu à Ledger. Donc j'ai fait pas mal de trucs en France et en Europe. D'ailleurs, donc du coup, oui, beaucoup de casquettes, beaucoup d'aventures. Du coup, apparemment, de ce qu'on avait abordé, c'est que justement, pourquoi vous êtes intéressé au Bitcoin et pourquoi vous avez lancé du coup la maison du Bitcoin autour de ces sujets-là? C'était en 2013, j'avais vendu un comparateur de prix, ça s'appelait Prixing, donc une start-up, et du coup j'avais un peu de temps et surtout de la bande passante disponible dans mon cerveau. Et j'avais entendu parler du Bitcoin, je ne comprenais pas ce que c'était. Je me suis dit, bon, mais c'est quoi cette arnaque là? Il faut que je comprenne de quoi on parle. Et donc je me suis plongé dedans. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le sujet. Et bon, ça a pris du temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, quelques semaines. Mais au moment où j'ai compris finalement la puissance de cette technologie, ça a été j'étais frappé par l'éclair. Et je me suis dit, il faut absolument que je consacre les prochaines années de ma vie à cette technologie. J'avais vu comment Internet avait disrupté la manière dont on communique. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, il était évident que le Bitcoin et la blockchain allaient disrupter complètement la manière dont on échange des valeurs. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est ce qui manquait au web, la capacité de pouvoir payer. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Mais comme je ne savais pas quoi faire exactement, j'ai ouvert la maison du Bitcoin. Comme ça, je pouvais juste être présent. J'avais l'intuition qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, c'est ce qui s'est... il s'est passé quelque chose, puisque grâce à la maison du Bitcoin, j'ai pu rencontrer mes cofondateurs de Ledger. Oui, du coup, vous avez créé, vu que l'environnement n'existait pas encore, vous avez créé l'environnement pour favoriser cette rencontre. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on a ouvert, il y avait rien et la nature hors du vide. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer quelque chose. J'ai ouvert un lieu physique. J'ai choisi un nom désuet, la maison du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'était quand même une technologie un peu sulfureuse qui faisait peur. Donc je voulais rassurer, avoir un endroit sympa, situé au cœur de Paris. Et puis, il n'y a pas vraiment de business model. C'était ouvert, les gens rentraient, ils disaient, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes financé par la mairie de Paris? Non, vous avez déjà entendu parler de Bitcoin, venez par là. Et puis, j'expliquais le Bitcoin, le mining, les systèmes décentralisés. J'ai dû expliquer ça des centaines de fois. Et je me disais juste, on espère qu'il va se passer quelque chose. Parce que bon, voilà, ce n'est pas un business évidemment, mais le fait de créer finalement un lieu, ça crée des opportunités et effectivement et des rencontres. Et ça, c'est vraiment très important. On en parlait tout à l'heure, d'avoir des associés, de bien s'entourer. Justement, c'était une manière de créer des étincelles et de rencontrer des personnes intéressantes.
C'est super parce que on va en venir juste un peu plus tard sur l'importance de l'environnement, qu'il soit créé avant ou même l'impact que ça a après. Je voulais justement qu'on prenne 2 minutes pour expliquer, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est Ledger aujourd'hui, et Oui. notamment sur sa portée qui est aujourd'hui mondiale. Alors, Ledger en fait fournit des solutions de sécurité pour cryptoactifs comme le Bitcoin. Pour vraiment simplifier, si vous avez, je sais pas, de l'or, des lingots d'or, je suis sûr que vous en avez tous, pour les protéger, vous allez acheter un coffre-fort. Si vous possédez des cryptoactifs comme le Bitcoin, vous allez acheter un coffre-fort digital. Donc ça s'appelle un hardware wallet. C'est basé sur la carte à puce, qui est une technologie française. Et donc on fournit ces solutions. On est leader dans le monde. On fait 98% à l'export. On a vendu, je sais pas, peut-être maintenant 4 ou 5 millions de nos produits dans le monde entier. Et donc, ça, c'est un produit qui se destine à toute personne qui possède des cryptoactifs et qui veut les sécuriser. Donc Ledger se lance, on est sur une technologie qui a une portée mondiale. Et au final, vous décidez de revenir à Vierzon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éléments qui ont été nécessaires Oui, alors et effectivement, déclencheurs de tout ça, ouais. Ledger, on a un produit un produit qui physique. Donc derrière, il y a un besoin industriel. C'est un produit qui doit être fabriqué. Et quand Ledger s'est créé, c'était la rencontre de 3 entreprises. Donc la maison du Bitcoin que j'avais fait, une qui venait de la carte à puce et une qui était située à Vierzon. Comme on avait besoin de fabriquer, on s'est dit à Vierzon, c'est quand même plus intelligent de faire ça là-bas plutôt que de faire ça à Paris, pour des raisons évidentes de coût et de praticité. Et donc, on a gardé nos locaux à Vierzon. Et ensuite, forcément, moi j'avais un attachement personnel à la ville, parce que tout ça c'était un peu une coïncidence, mais moi je viens aussi de Vierzon, j'étais au collège là-bas et à côté de ma famille, c'est toute une famille de porcelainiers qui avaient des usines à Vierzon. Bon, après, tout ça s'est terminé malheureusement. Donc du coup, il y avait cet attachement à cette ville. Et donc, lorsque Ledger a grandi, qu'à un moment, on devait faire le choix de savoir où est-ce qu'on allait implanter notre usine, cette fois-ci un véritable outil de production, eh bien, on a choisi de le faire à Vierzon. Et donc, et depuis, on le regrette pas parce qu'il y a eu un véritable impact. Le titre, c'est l'impact de la société, de Ledger sur la société. Je dirais qu'il y a surtout un impact, pour le coup, à Vierzon et dans la région, parce que c'est un impact en fait finalement économique dans le territoire. Ça, je pense que c'est une des fiertés de Ledger d'avoir finalement créé de l'emploi, créé un dynamisme économique local, parce que Vierzon, c'est une ville qui était quand même assez secouée après toute cette désindustrialisation. C'est passé de 35 000 personnes à pratiquement 25 000. Tout le monde a quitté Qui était avant la ville. La porcelaine, du coup, c'est ça? La porcelaine et aussi l'industrie machinisme agricole. Donc il y avait pas mal d'industries à Vierzon, mais tout a périclité malheureusement. Et donc le fait d'avoir un petit peu ce retour industriel a permis de redonner un aspect positif économique, de redonner une certaine fierté au territoire. Et ça, c'est important. Et donc du coup, ça crée un terreau favorable à ce que d'autres entreprises viennent s'installer, viennent se développer. Donc là, il y a eu un impact certain, positif, et c'est comme ça qu'on peut effectivement, je pense, changer un petit peu les trajectoires d'une ville. Donc ça prend du temps, c'est pas, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, c'est une belle aventure. Il me semble que lors de notre échange, vous aviez aussi parlé d'un retour. Avant, vous aviez certains sites à l'extérieur de la France. Oui, alors on a eu une croissance extrêmement forte. Et donc, le seul moyen de répondre à cette croissance a été de produire en Chine. Parce qu'il y a qu'en Chine, on peut sortir de terre des usines en 1 mois. Par contre, une fois que ça s'est stabilisé et qu'il a fallu vraiment décider de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit, ça ne m'intéresse pas de créer de la valeur en Chine. Ce n'est pas le rôle social d'une entreprise. Donc, on a étudié le fait de revenir à Vierzon. Ça avait du sens économique, parce qu'il fallait aussi bien sûr convaincre les actionnaires. Donc, il ne fallait pas non plus que ce soit juste simplement pour la beauté du geste. Mais produire à l'étranger, ça a énormément de coûts cachés, c'est très compliqué. Avoir son ingénierie à 48 heures porte à porte, ça pose beaucoup de problèmes. On n'y pense pas facilement. Non, les coûts cachés, on ne les voit pas. Exactement. Ouais. On voit juste, tiens, ça coûte moins cher à produire parce que le coût à l'heure, il est plus faible. Mais en fait, il y a tellement de problèmes qui vont derrière que finalement, à la fin, c'est pas tellement plus cher et surtout, c'est beaucoup plus pratique et on a des gains en flexibilité, en productivité. Et puis ensuite, le fait de maîtriser son outil industriel, c'est extrêmement important. On l'a bien vu ensuite avec le Covid. On était très content d'avoir notre propre outil industriel et de le maîtriser. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de start-up, d'entreprises qui, lorsqu'elles se posent la question de la fabrication, réfléchissent à le faire en France, de le faire eux-mêmes,
alors que peut-être il y a 5 ans, on n'y aurait même pas pensé. Et là, vous pensez du coup que, on ne saura jamais, mais que si vous n'étiez pas implanté ici avant le Covid, est-ce que le Covid aurait été assez dur à encaisser pour Ledger notamment? Ah oui, parce que si, avec la Chine fermée, on aurait eu beaucoup de problèmes. Donc bon, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent de Chine. Mais en tout cas, clairement, je pense que c'était la confirmation de notre choix et on était très heureux d'avoir notre propre outil de production. Et du reste, c'est pas que pour ça, c'est aussi de toute façon qu'on a besoin de faire des modifications sur le produit, des changements dans la chaîne. Enfin, on a une flexibilité qui est vraiment très importante. Ouais, vous êtes là en fait. Vous Voilà, êtes juste à côté. c'est exactement. Et donc ça, c'est aussi c'est du bon sens. Et donc rien que pour ça, de toute manière, ça vaut le coup. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un impact potentiellement durable sur ce choix-là, c'est-à-dire en termes de coûts de transport ou quoi que ce soit Alors, évidemment, comme toute autre entreprise, chez Ledger, on a le souci d'avoir un bilan carbone neutre. Donc, on fait des études et on a des consultants pour travailler là-dessus et faire un maximum d'offset. Mais c'est vrai qu'en ayant tout ici, on est capable de mieux maîtriser la chaîne de transport. Alors après, bon, on fait 98% à l'export, donc il faut bien exporter. Donc de toute façon, il y a toujours cette notion de transport qui va. Donc là, c'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, ça permet d'avoir plus de maîtrise et donc de pouvoir agir de façon plus... On peut mieux agir sur son empreinte carbone en maîtrisant l'essentiel en fait, des rouages de sa chaîne de production et de distribution logistique. Oui. Merci beaucoup. J'avais une autre question qui me venait à l'esprit, notamment parce que on l'a vu, donc vous avez plusieurs startups, vous avez des casquettes dans tous les sens, vous êtes très actif, votre temps est très précieux, et pourtant vous avez accepté de rejoindre une émission sur M6 notamment, qui s'appelle Qui veut être mon associé, c'est bien ça? Ouais, qui veut être mon associé, effectivement. Ouais. Pourquoi avoir décidé de rejoindre cette émission malgré l'ampleur des tâches que vous avez à gérer tout ça? Alors, parce que l'entrepreneuriat m'intéresse, m'a toujours intéressé. Je suis toujours investisseur, donc j'ai la passion et eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir en fait à suivre diverses aventures. Parce que je suis très curieux et mon parcours le montre. J'ai fait pas mal de choses différentes et donc ce qui m'intéresse en suivant des nouveaux projets, c'est de découvrir des nouveaux marchés, découvrir de nouvelles choses. Depuis le confort de mon fauteuil, parce que là, j'ai pas à tout faire, je regarde et c'est quand même plus sympa. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'anime. Le fait d'avoir une émission en prime time sur une grande chaîne qui en parle et qui essaie de créer des vocations, pour moi, c'était super. J'avais envie d'y participer. Parce que j'avais envie de participer à cette aventure, c'était quelque chose de nouveau, donc forcément ça m'intéressait. Et je sais qu'avec Qui veut être mon associé, on me montre en fait des projets qui parfois j'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer dans la vraie vie, dans des domaines très différents. Et donc ça m'a donné l'occasion de faire des super rencontres, des investissements dans des domaines que je n'aurais jamais fait autrement. Et donc ça vous permet aussi de continuer à apprendre du coup. Ah bah oui, complètement. Donc j'ai investi dans un resto africain, mais jamais de la vie j'aurais pensé faire ça mais voilà, donc j'ai fait plein de choses très différentes et ça c'est un vrai plaisir. Ouais. Ce que je trouve remarquable en tout cas dans tout votre parcours, c'est que vous avez toujours eu, vous avez foncé sur certaines thématiques, mais vous avez toujours eu les antennes grandes ouvertes pour essayer de mieux comprendre des thématiques avant de vous lancer. Il faut garder l'esprit ouvert. De toute façon, quand on est entrepreneur, on ne peut pas fermer justement ces antennes. Il y a des moments, il faut faire attention parce que le corollaire, c'est que des fois, on a tendance à se disperser et rester focus sur son projet, c'est très important. C'est pour ça que le fait, des fois, d'avoir de la bande passante, ça fonctionne quand on est entre deux projets parce que sinon, on va être comme une éponge et c'est compliqué. Mais il faut rester ouvert. Il faut toujours, en fait, toujours se remettre en question et pas penser qu'on a les réponses. Ça, c'est certain. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils pour certains jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui aimeraient justement essayer d'utiliser ces forces locales, voire une opportunité locale pour faire monter leur start-up? Est-ce que... Déjà, le tissu local, il faut savoir qu'il est très actif la plupart du temps. C'est une vraie chance en fait d'être dans un territoire parce qu'on va avoir en face de soi des personnes qui sont motivées, qui aiment aussi leur territoire et qui vont tout faire pour vous aider pour avancer. On va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus déterminées, beaucoup plus efficaces qu'à Paris. Pour donner un exemple avec l'expérience de Ledger,
En fait, on avait vraiment une super relation avec BPI France, région France Val-de-Loire, région Centre Val-de-Loire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises, ils avaient envie de dynamiser le territoire, alors qu'à Paris, bon, il y en a plein, donc c'est difficile d'exister. Donc ça, déjà, c'est une force. Et je pense que du coup, il ne faut pas hésiter effectivement à s'implanter en région, parce qu'on va avoir en face de soi des partenaires beaucoup plus actifs. Donc ça, c'est un élément à ne pas négliger. Et puis, en plus, maintenant, je pense que après le Covid, c'est beaucoup plus facile aussi de recruter, de faire venir des gens en région, parce que le fait de vivre que à Paris ou dans les grandes villes, je pense que c'est un modèle qui a vécu. Il y a aussi le télétravail. Donc, clairement, je pense qu'il faut être dans les territoires. Je pense que c'est une chance d'être dans les territoires parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont se créer. Donc là, clairement, s'il y en a encore qui se posent la question, est-ce que je reste là, est-ce que je vais à Paris? Non, rester ici, c'est vraiment bien. Et en plus, Paris, c'est pas loin. Et puis, on peut faire tous ces meetings en visio maintenant. Donc, voilà, ça, c'est possible aujourd'hui. Oui. Ah, c'est complètement plus possible. Du tout un frein, Non, non, pas du tout. Et les fonds, de toute façon, vont pas vont pas dire ah bah non, vous n'êtes pas à Paris, donc je fais pas. Non, non, il y a aussi, je pense, une évolution des mentalités par rapport à ça. Donc là encore, et de toute façon, il y a de plus en plus de fonds régionaux, de solutions. Donc voilà, l'implantation territoriale, c'est une vraie force. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'on a parlé, on a dit pas mal de fois le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais de ce que j'entends aussi, le nerf de la guerre, c'est la motivation des gens qui nous entourent et de la structure. Et là, c'est ce qu'on récupère en tout cas mais bien sûr. sur le local. Pour reprendre l'exemple de Ledger, qu'on est à Vierzon et qu'on dit voilà, on veut créer une usine, on a besoin d'avoir de la réserve foncière, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Il y a des gens en face qui vous écoutent. Je veux dire, c'est pas, je sais pas, il y a une vraie volonté politique d'avancer. Et ça, c'est vraiment une différence. Et il ne faut pas négliger en fait cet aspect-là, parce qu'avoir des partenaires en face qui peuvent vous faciliter la vie, vous aider, vous flécher vers les bonnes ressources, ça peut vraiment être un vecteur en fait d'accélération. Et forcément, dans les régions, et plus la région quelque part en fait a quelque chose à prouver, à refaire, plus elle va avoir cette énergie finalement pour vous accompagner. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Donc oui, c'est une vraie force. Mais merci beaucoup, Éric Larchevêque. Est-ce que on peut se permettre, dans les 3 minutes qui suivent, quelques petites questions, si vous le souhaitez? Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question autour de Ledger? Monsieur devant, il faudrait un micro. Merci. Bonjour, Guillaume Tessier, Société Objet Sécurité. Éric, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de Ledger qui a été le point de rencontre et de déclenchement? Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui viennent pitcher sur M6 viennent rencontrer le moment d'exception qui leur ont peut-être permis d'avoir ce virage. Est-ce que pour Ledger, il y a eu ce moment clé qui a permis d'un seul coup d'ouvrir toutes les portes, qui évidemment après est rattaché à plein de travail? Alors, il y en a eu plusieurs, mais celui qui est probablement le fondateur, enfin celui qui a vraiment créé, j'en donnais 2 très rapidement. Le premier, ça a été un jour, en fait, un samedi après-midi de juillet en 2014. C'est précis. Voilà, où on s'est réunis, en fait, les 8 futurs cofondateurs de Ledger, où chacun, finalement, on était 3 entreprises. On s'est mis autour d'une table. J'ai exposé un petit peu la vision de Ledger et le projet. Et en 1 heure, en fait, on s'est mis d'accord sur l'ensemble des points qui ont défini les 10 ans à venir de Ledger, sur ce qu'on allait faire, ce que chacun allait apporter, etc. Et ça, c'était un élément déclencheur extrêmement important, puisque à partir de cette date, on s'est tous mis d'accord sur qui faisait quoi, comment, etc. Et pendant toutes les années qui ont suivi, on n'a jamais dévié. Et ça a été une des grandes forces de Ledger. Une autre rencontre déterminante, enfin 2 rencontres déterminantes, c'est au début, c'est lorsqu'on voulait lever de l'argent, évidemment, quand on fait du Bitcoin et du hardware en 2014, alors que Bitcoin a une image extrêmement déplorable. C'est très difficile de lever, c'est quasiment impossible. Donc beaucoup de difficultés. Et on croise la route de 2 business angels. Le premier, c'est Frédéric Potter, qui avait fait WeThings, ensuite Netatmo. Maintenant, il est chez Apple, donc un pape du hardware, qui a trouvé le projet intéressant, qui nous rejoint. Et ensuite, Pascal Gauthier, qui est maintenant le CEO de Ledger. Donc Pascal, il a été le COO de Criteo, donc une entreprise cotée au Nasdaq, qui lui aussi tout de suite croit en fait au projet. Et les deux, en fait, en une demi-heure, avaient dit OK, j'investis, etc. Et fort du soutien de ces 2 personnes, avec en plus l'équipe qu'on avait, on a réussi à lever.
Donc voilà, c'est en fait ces rencontres-là qui ont été déterminantes. D'abord les fondateurs et ensuite 2 personnes clés qui nous ont rajouté la légitimité pour pouvoir ensuite lever le premier, chez Xange en fait, pour le premier tour de financement. Après, il y a eu plein d'autres choses, mais c'était vraiment ça les moments clés. Et la leçon, enfin ce qu'il faut en retenir, c'est ce qui a déjà été dit, savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est vraiment ça l'essentiel. Et merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle façon de finir cet entretien, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Éric Larchevêque. Je vous invite, on peut l'applaudir. Je vous invite à rejoindre le Merci public. beaucoup.